Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, j'ai une invitée de taille, Madame Shirley Ikhter, auteure et photographe, surtout après la sortie de son livre Impertinente. Impertinente est un livre très spécial parce que c'est un nouveau genre. On a la photographie, on a des textes de Laurence Rosier, mais on a surtout une nouvelle forme de photographie qui est la photographie avec images de femmes. Laurence Rosier est donc professeure de linguistique et d'analyse du discours à l'Université libre de Bruxelles, qui a écrit les textes, et notre invitée Shirley Ikhter, qui est photographe de rue, reconnue pour sa sensibilité, sa spontanéité. Ses photographies ont fait l'objet de plusieurs expositions à Bruxelles et Paris. Shirley, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Bonjour. Donc, qui est Shirley Ikhter ? Voilà, moi je suis photographe, je fais de la photographie de rue et ici j'ai développé un projet, oui, parce que j'ai voulu parler de la capacité d'action des femmes occidentales et donc voilà, je me suis lancée dans un projet un peu particulier puisque c'est de la photographie qui a voulu exprimer ce que les femmes traversent au cours de leur vie, c'est-à-dire leurs différents types d'émotions, depuis l'enfance jusqu'à la femme d'une cinquantaine d'années. Et pour ça, j'ai photographié les mannequins dans les vitrines parce qu'elles symbolisent justement l'immobilisme que nous nous imposons tout à un certain moment et que nous essayons de combattre au fur et à mesure que le temps passe. Ok. J'ai été attirée par le hashtag rien à foutre, donc c'est quoi ça? Alors le hashtag rien à foutre, c'est justement une sorte, c'est du lâcher prise moderne, on va dire, c'est-à-dire que c'est ce vers quoi je dirais on tend, c'est-à-dire à lâcher prise par rapport à certains soucis, à ce qu'on nous impose, à ce que la société impose, à ce que le rôle de mère, de femme nous impose. Et c'est tendre vers justement rien à foutre parce que de toute façon j'ai décidé d'entreprendre, j'ai décidé de faire et voilà, c'est ce vers quoi on tend. Il faut lire le livre, il y a toute une histoire qui raconte cette progression vers ce hashtag rien à foutre. D'accord. Dans votre parcours, donc vous avez commencé par la photographie, mais après vous avez décidé d'être auteur en écrivant le livre Instantané et puis après Impertinente. Pourquoi ce choix ? Alors, à la base, moi je suis pas photographe. Moi j'ai une licence en sciences économiques. D'accord. Je suis rentrée dans une carrière, on va dire, qui tourne autour de la finance, donc quelque chose de très sérieux, alors que depuis toute petite, je fais du dessin, je fais de la peinture, je chipote. Il faut que je suis plutôt une âme artistique. Et pour faire un métier sérieux, j'ai donc entamé une carrière dans la finance. Et c'est un peu ce que raconte le livre, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout ça a voulu exploser et il a fallu attendre un certain temps où je me décide il faut que je le fasse parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et donc, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit tes photos, elles sont belles, il y a un beau regard, il y a quelque chose. Fais-en un bouquin. Et donc, le premier livre s'est construit, on va dire, a posteriori. C'est-à-dire que je suis retournée vers les photos que j'avais faites de Bruxelles et j'ai fait un bouquin qui est sorti en 2015 et qui s'appelait effectivement Instantané. Pour le deuxième, ça a été autre chose. C'est-à-dire que le livre, je l'ai construit. Je suis partie d'une idée que j'ai voulu défendre, c'est-à-dire une interrogation autour de la liberté de la femme, de sa capacité à agir, à faire des choix, de son incapacité à le faire aussi. Et j'ai voulu développer toute une photographie autour de ce thème-là. Et puisque moi, c'est comme ça que je parle, c'est à travers ma photo. Et pour aller plus loin, pour que ce soit vraiment correctement compris, j'ai demandé à Laurence Rosier de faire des textes. Et elle en a fait une autofiction. Donc ça se lit vraiment comme une histoire de femme, où elle raconte la vie depuis l'enfance, en passant par l'adolescence, la femme, le rôle de mère, jusqu'à le moment où on s'interroge, on se questionne, jusqu'à une certaine
libération et un rien à foutre et un j'entreprends. Et je pense être passée moi par les mêmes phases que Laurence explique dans le livre, ce qui m'a amenée à faire de la photographie un jour. Et ce qui m'a donné envie, parce que je me suis rendu compte que c'était une sorte de fait de société, à vouloir l'exprimer de façon presque sociologique dans un livre. Donc c'est pour ça que vous disiez correctement que c'était un livre hybride, d'un nouveau genre, parce que c'est un livre d'art, mais il développe réellement un fait de société. D'accord. Il y a aussi de la psychanalyse, parce que on en a tout cas, des moments de je veux dire, d'hésitation, des moments de révolte sur la société, sur soi-même. D'ailleurs, les gens qui l'ont lu... De recherche, on cherche son propre chemin, son destin, ses objectifs, ses valeurs. Donc il y a un tas de choses, donc c'est aussi des questions existentielles à un certain moment où il y avait l'adolescence et tout ça. Tout à fait. Donc c'est vraiment une quête, quoi. Mais c'est-à-dire que oui, ça pourrait être le fruit, on va dire, de plein de séances de psychothérapie, effectivement, pour arriver à ça. Et les gens qui l'ont lu, tous les retours que j'en ai m'ont dit, on s'est pris le livre dans la figure parce que ça nous a ramené en arrière sur des blessures d'enfance, sur des interrogations d'adolescentes, de femmes, de mères, et sur notre chemin de femmes actuelles et qui est en quête à pouvoir agir et à pouvoir faire des choses. Et tous ces retours-là, tous ces petits messages que je reçois, me confortent dans l'idée que j'ai fait quelque chose d'important et de bien. Parce que autant je lui souhaite plein de succès, mais j'espère vraiment qu'il pourra apporter quelque chose à chacune des lectrices. Bien sûr. Et donc, le début, c'est l'enfance. Donc, vous avez commencé par des photos, par des femmes qui sont vraiment... des mannequins dans des vitrines de Bruxelles, d'Anvers, de Paris, de Rome, etc. Et puis après, on commence avec l'enfance et marcher. Les femmes en marche. Pourquoi ce début-là avec... Mais en fait, parce que donc, la première partie du bouquin qui précède même l'enfance, c'est quand ça raconte la petite fille qui ouvre l'armoire de sa maman et qui voit des chaussures, des talons hauts, et se plonge dans un imaginaire de femme. Et après, on commence l'histoire à proprement parler. Et ça n'a pas été facile. Donc, je vous dis, moi, j'ai fait... Donc, c'est rentré dans le personnage de la femme, voilà, quoi. Qui commence tout doucement, avec toutes sortes d'idées préconçues. Évidemment, quand on est petite fille, on nous explique ce que c'est que d'être une petite fille et on rentre dans un certain rôle. Hein. Et donc, moi, la façon dont je l'ai illustré, c'est avec des photos, effectivement, de mannequins dans des vitrines, de mannequins de petites filles, d'adolescentes, enfin de toutes sortes de choses pour exprimer le ressenti. Et ça n'a vraiment pas été facile parce que les mannequins, maintenant, il n'y en a plus. Il y a plus que des mannequins totalement déshumanisés. Donc, arriver à percevoir un semblant d'expression dans ces visages-là n'a pas été évident. C'est pour ça que j'ai dû voyager. À Rome, j'en ai trouvé beaucoup plus. Et donc, la première phase, c'est l'enfance, et on a les cours de récré, et on courait, etc. Donc, pourquoi cette image? Parce qu'au début, au début du livre, on évoque justement le fait que que dans ces cours de récré, la petite fille ressemble finalement très fort au petit garçon. On est plate, on a des baskets, on court, on s'amuse. Il y a des jeux communs finalement, et on se ressemble au début. Et ce n'est qu'à un certain moment où on va commencer à se distinguer, où les filles même entre elles vont commencer à se distinguer et à vouloir être d'abord à vouloir être toutes les mêmes, et puis à vouloir chacun prendre un chemin particulier.
D'accord. Et c'est pour ça qu'on évoque au tout début les cours de récré, les petites filles qui ressemblent aux petits garçons. D'accord. Donc se plonger dans l'univers de l'enfance et essayer d'analyser la psychologie enfantine d'une petite fille qui rêvait de... Enfin, en tout cas, d'un ressenti que Laurence a eu et un retour en arrière sur son enfance. Et je dois dire que... Qui rêvait de se perdre dans la rue et dans le sable. Oui. Donc c'est tellement... je veux dire, c'est tellement enfantin, c'est tellement beau, c'est tellement je suis très inspirant. Heureuse du texte que le Laurence a été fait. Le texte, il est très inspirant, donc c'est se perdre dans la rue ou dans le sable, donc peu importe, c'est se perdre, quoi. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'est la première phase, qui est la phase de l'enfance. Et on voit aussi dans le livre que chaque fois qu'il y a une photo, par exemple, on a une citation qui est votre citation préférée. Une citation qui est reprise du texte, qui était des parties de texte qui me marquaient plus, mais qui répondait aussi, qui arrivait comme une réponse sur la photo. Donc c'est là où on voit vraiment le parallèle entre les émotions qui ressortent de la photographie et le texte que Laurence a fait. D'accord. Et bon voilà, moi comme je suis une photographe qui travaille principalement dans la rue, j'ai joué très fort sur l'urbanisme aussi pour arriver à ressortir ces images, ces personnages figés et à les faire vivre dans l'urbanisme. On évoquait la question de l'impertinence et là on a la citation « Je devenais impertinente et toi, petite impertinente, réponds, petite impertinente ». Pourquoi le choix du mot impertinente? L'impertinence, c'est... je pense qu'à partir du moment où on réfléchit sa liberté, on peut passer pour une impertinente parce qu'on va sortir du rôle et des rails et on va prendre un chemin qui est le nôtre. Et donc, ça peut effectivement paraître pour de l'impertinence, mais moi, c'est un qualificatif que je mets sur mes épaules avec fierté. Et je suis fière de l'avoir été et de continuer à l'être en définissant comme ça mes propres rails et exactement le chemin que je veux prendre. Et voilà, donc c'est pour ça le titre impertinente. Et je pense que chacune des personnes, Laurence pareil, mais il y a des témoignages à la fin du livre, nous sommes toutes des impertinentes parce que nous avons fait des choix. On verra plus tard les témoignages par des personnalités bruxelloises qui ont des statuts et des âges différents, mais qui ont vécu un parcours différent et ont vécu leur propre féminisme et leur chemin vers liberté et vers l'égalité homme-femme. Mais à travers le livre, on a aussi des crises comme les crises d'adolescence ou les crises comme je vous ai dit, de révolte. Et donc, pourquoi ce passage à l'adolescence est caractérisé par des mots comme du langage un peu agressif, un peu, je veux dire... donc c'est le côté révolutionnaire de l'enfant. Donc on trouve des mots grâce à Laurence bien sûr. Marie, couche-toi la salope. Donc la liberté devait-elle se chuchoter? Tu veux bien remettre ce sein à sa place, etc. Cacher ce désir. Donc c'est toujours ce combat entre l'inconscient et le conscient c'est-à-dire que je pense que quoi. L'adolescence, c'est quand même le moment où se développe, où on se découvre sexuellement, où la société nous impose quand même une certaine route à suivre, et ça se bouscule dans la tête. Donc jusqu'où peut-on être réellement... jusqu'où peut-on écouter réellement ce qui se passe, tous les changements qui se passent en nous et se respecter soi-même au regard des autres surtout. Et je pense que c'est ça qui est exprimé dans le texte, où on te demande de se rhabiller et de se tenir correctement.
D'accord. Donc il y a toujours les codes de la société qui doivent être respectés par la femme. Mais c'est la honte, hein. C'est Ouais. ce qu'on nous met quand même beaucoup sur les épaules. Tout à fait. De se tenir correctement, d'être ce qu'on attend de nous. Et le rôle de mère aussi après. Donc il y a le rôle de femme avec qui doit suivre un certain chemin, une certaine élégance, une certaine stature. Et après, il y a le rôle maternel qui est évidemment très très important aussi, mais qui peut peser beaucoup. Hein. Oui. Il y a une citation préférée donc, qui est face à la femme qui est mûre et face à la femme qui s'affirme, la vie ça joue et ça se perd. Pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça, ça veut dire que parfois il y a des échecs dans la vie et qu'il faut continuer, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'une femme vit l'échec différemment qu'un homme? À ton avis? Je sais pas, je pense que ça dépend un petit peu sur quoi est basé l'échec. Quand c'est par rapport à peut-être la famille, hein, je vais pas évoquer le divorce peut-être, oui peut-être, il y a quand même le poids de la responsabilité avec les enfants. Est-ce que, enfin, je veux dire par exemple quand c'est elle qui décide de quitter, voilà, on va nous poser des questions du genre est-ce que tu as pensé aux enfants? Bien sûr qu'on y a pensé. Est-ce que c'est raisonnable? Comment tu vas t'en sortir? Il y a la position financière aussi. Ouais. Donc évidemment que c'est une responsabilité très forte à prendre pour une femme quand elle décide de partir faire son parcours toute seule. Et comme la citation le dit, être une femme libérée, c'est pas si facile. Non, c'est pourquoi? pas si facile. Parce qu'il y a tout ce qu'on va dire autour de nous. Hein? Il faut y arriver. Il faut avoir une position affirmée. Il faut montrer qu'on n'a pas peur des préjugés, qu'on est là. Montrer sa détermination. Et continuer à se battre. Voilà. Et continuer à vivre. Oui. Donc, voilà. Mais c'est ce que raconte le livre, hein, c'est vraiment évidemment et une évolution vers comment je vais arriver à agir par et pour moi-même, en tenant compte des autres évidemment, en tenant compte des enfants qui sont là, en tenant compte des obligations. C'est pas ça, mais à faire des choses par et pour soi-même, oui. D'accord. Donc la femme, dans ce texte-là, on passe à l'étape, je veux dire, l'étape la plus importante chez une femme, c'est passer de l'adolescence à être femme. Donc, dans ce texte, on a maman, boulot, bimbo. Pourquoi ces étapes-là, sur cet ordre-là? Est-ce que c'est... est-ce que c'est la société qui impose à la femme d'avoir... Je pense qu'on a les trois en même temps. Hein. Il faut arriver à faire les trois. Ça, c'est ce qui... Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il faut être maman, il faut aller travailler, et il faut être encore toute belle et toute pimpante. C'est des fameux dictats que la société impose. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Donc, moi, je ne propose rien du tout. Moi, la seule chose qu'on a voulu faire, c'est éveiller l'interrogation. D'accord. Donc, Laurence a fait un texte qui parle de ce qu'elle a vécu, elle, dans lequel moi, je me retrouve beaucoup aussi, dans lequel beaucoup de monde, apparemment, se retrouve. En tout cas, les femmes qui m'ont envoyé leurs témoignages m'ont dit... c'est incroyable, j'ai retraversé ce que j'ai vécu et on ne donne aucune solution. On pose le problème et on espère que à travers ça, les femmes auront envie d'agir. C'est vraiment un livre de prise de conscience. D'accord. Plus que de donner des solutions. De donner des solutions, oui, évidemment. Mais je veux dire, le fait d'écrire ce texte ou le fait de faire ces photos-là, c'est montrer qu'une femme peut faire un challenge,
peut s'affirmer, peut donner une autre version, sa propre version à elle. À sa propre vie, oui. Oui. Moi, d'ailleurs, le livre en soi est mon challenge à moi. Hein. Oui. Il représente ma capacité à avoir fait quelque chose, à avoir finalisé ce travail-là. Ça n'a pas été évident parce que bien sûr, il y a tout un parcours, sortir de son identité financière où on travaille dans un truc très sérieux et se dire moi je vais faire de la photographie, je vais trouver une maison d'édition, je vais trouver un auteur digne de ce nom qui fasse un texte tel que je lui demande. Je voulais quelque chose de libéré, d'impertinent, d'effronté, de libre et c'est ce qu'elle a fait. Et je veux m'entourer aussi de témoignages à la hauteur de ce que ces femmes-là représentent. Et j'ai réussi, et j'y suis arrivée, et je suis très fière. Et ça représente ma capacité d'action à moi, d'avoir finalisé ce livre. Donc, en gros, vous êtes un exemple pour toutes ces femmes qui ont traversé qui ont eu cette démarche-là, qui ont eu ce parcours. Et donc, qui ont ces interrogations, moi j'espère l'être. Oui. Mais je pense qu'on a la capacité d'action ne va pas jusqu'à faire un bouquin ou à faire des projets d'énorme ampleur. Ça peut être, j'ai toujours voulu m'inscrire à l'académie et faire du dessin et je le fais. Ça peut être à ce niveau-là. Hein, c'est juste faire des choses pour soi. D'accord. C'est ça que vous avez évoqué, c'est que la capacité, qui est le titre de notre émission d'ailleurs, la capacité ou l'incapacité d'action des femmes occidentales. Parce que là, on est en train de parler des femmes occidentales, européennes plus spécifiquement, parce que ces femmes-là, elles ont beaucoup de droits par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres sociétés, mais elles ont aussi des freins, elles ont aussi des limites, elles ont aussi un regard de société. Donc, quels sont les domaines où la femme occidentale ne peut pas être vraiment très performante, ou elles se sont incapables d'être égales à l'homme, à votre avis? Mais selon moi, ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'était montrer que même elle, qui somme toute, on lui a tout donné pour qu'elle puisse y arriver, parce qu'on vit quand même dans une société libre, même s'il y a encore toutes sortes de combats à mener, hein, on est d'accord, il y a des différences salariales, il y a des différences... Oui, l'égalité à 100% elle n'existe pas. Ici, elle n'existe toujours pas. Ouais. Mais malgré 2017, malgré tout, on vit quand même dans une société occidentale qui le permet plus qu'ailleurs. Bien sûr. Et moi, j'ai voulu analyser ces femmes qui sont d'un milieu socio-culturel favorisé, qui ont fait des études, qui se sont développées avec des parents qui les ont poussées. Donc toutes ces femmes-là qui, a priori, ont tout pour agir. Réussir, pour agir. Tout pour faire des choses pour elles-mêmes, et qui, malgré tout, on se rend compte que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a le poids du rôle, le poids de l'éducation, le poids de l'histoire, parce qu'on a finalement un bagage derrière nous qui fait que la femme, pas toutes, mais la plupart, se cloisonne dans une forme d'immobilisme qui fait que elle n'entreprend pas. Et ce fut mon cas. Moi, pendant des années, alors que j'avais ça qui bouillonnait en moi, un besoin créatif, et j'ai laissé ça dans un tiroir, bien planqué, bien fermé. J'ai continué ma petite vie. J'ai eu 4 merveilleux enfants, que j'ai toujours, qui vont très bien et qui me soutiennent dans mes projets. Et un jour, je me suis dit, mais attention, ce tiroir, il faut que je l'ouvre et il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, et j'ai eu la chance de croiser les bonnes personnes. Mais quand on le veut, les portes s'ouvrent aussi. Hein. Il faut oser. C'est nous qui fermons nous-mêmes les portes, hein, souvent. Et voilà. Et je me dis que si ce livre a une résonance auprès des femmes, on va dire, pour qui tout semble être possible, il l'aura encore plus
auprès des autres. Bien sûr. Parce que finalement, on a toutes les mêmes interrogations. Donc voilà. Évidemment. Vous avez parlé du parcours des femmes et prendre l'initiative d'entreprendre, mais aussi on trouve une citation qui nous parle beaucoup. Douceur, douleur, une seule lettre entre les deux bandes de filles. Donc une femme est faite de douceur, mais elle a aussi ce côté de résistance à la douleur, ce côté de force. Oui. Donc elle est douce, mais elle est forte. Oui, là, dans cette phrase-là, ça évoque ça aussi, mais ça évoquait aussi le fait que les femmes ne se font pas toujours des cadeaux et que alors qu'on pourrait croire qu'il y a une solidarité féminine, elle n'est pas toujours là. Oui. Et c'est ça ce qu'évoque la bande de filles, c'est que les filles, ça peut être entre elles de la douceur, mais ça peut être beaucoup de douleur aussi parce qu'il y a la jalousie, il y a la concurrence, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai l'impression que plus j'avance dans ce que je sais, dans la prise de conscience de ma valeur, moins je ressens cette concurrence. C'est-à-dire que je sais ce que je vaux, et je n'ai pas besoin de l'aval des autres. Et je me suis créée depuis quelques temps des véritables relations avec des femmes, avec une véritable réflexion intellectuelle auprès... Une solidarité féminine. Oui, mais par rapport à des réflexions communes et... des combats communs. Voilà, et je ressens mieux cette solidarité féminine qu'il y a quelques années. Mais probablement parce que je n'avais pas conscience de ma propre valeur, probablement. D'accord. Et voilà. Donc tu penses que les femmes qui sont jalouses, qui veulent pas soutenir les autres femmes, ont un manque de confiance ou c'est difficile à dire. Tu sais, ce sont des chemins de vie. Hein. Je n'ai même pas envie de juger. Ce sont vraiment des chemins de vie et moi, je peux parler que de moi. Et donc là-dedans, je ressens beaucoup plus d'amitié sincère aujourd'hui que peut-être il y a quelques années. Mais voilà, c'est parce qu'on traverse tout un chemin et que voilà. Et que peut-être que ces personnes-là, ils ont un certain malheur, donc c'est pour ça qu'ils se sont... Donc il ne faut pas juger ces personnes-là. C'est pas évident à dire. Mais c'est vrai que dans les relations de femmes, dans le combat féministe aussi, on se rend compte que c'est pas spécialement les femmes qui sont nos meilleures alliées. Donc il y a... Oui, malheureusement. Voilà. Enfin, normalement, ça devrait être une sorte de sisterhood, ce qu'on appelle une solidarité féminine, et toutes les femmes seront la main dans la main pour la même cause. Mais oui, voilà. Mais il y a aussi des hommes féministes qui sont là pour aussi soutenir la cause féminine. C'est ce qui est bien aussi et formidable. Donc là on parle de concurrence, mais on parle aussi du côté d'être debout, de continuer, d'avoir une force, toujours debout, mais jamais tant me coucher pour mieux me relever. Donc vous pensez que les échecs, c'est essentiel dans la vie? Il faut avoir des échecs pour mieux se relever? Oui, moi je pense qu'il y a... Plus on tombe bas, plus il y a moyen de rebondir. Hein. Et donc, oui, effectivement, je pense que ça symbolise un peu ça, ouais. D'accord. La mère. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que mère et en tant que fille? Moi, j'ai 4 enfants. Et donc, ça a représenté, en tout cas, ça représente toujours énormément de dévotion, remplie d'amour. Et voilà, mais ce sont des passages, enfin, c'est une partie de la vie qui est très prenante, qui prend énormément de temps,
Et je le fais avec beaucoup de force et d'attachement que j'ai envers eux. Ils le savent, mais il n'empêche que je ne suis pas qu'une maman, et ça aussi on l'exprime dans le livre. J'ai ma passion photographique, et tout ça est exprimé dans le bouquin où on... Et le texte de Laurence est très touchant, parce qu'on trouve que la femme, elle a cette question existentielle en elle. Est-ce que faut-il être mère pour être femme? Et si mon ventre ne gonflait pas, j'avais honte, la maternité devenait encombrante, le ventre restait vide. Faut-il être mère pour être femme? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai eu des enfants assez tard, 32 ans pour mon premier, et c'est vrai que les questionnements liés à la maternité, c'est quand même c'est tout un programme. Le nombre de fois où on me demandait et alors, et ce premier, quand est-ce qu'il vient, et voilà, et donc c'est une pression, c'est une de pression, société. Il faut. Moi, je respecte énormément les femmes qui ont décidé de ne pas en avoir. Bien sûr. Et quelles que soient les raisons d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est aussi une pression qu'on met plus sur les épaules des femmes, je pense. D'ailleurs, elles-mêmes se mettent la pression, parce que pour beaucoup, se sentir pleinement femme passe par la maternité, le fait de pouvoir offrir à son conjoint un enfant. Et c'est un poids énorme. C'est un poids énorme quand il est désiré et que l'enfant ne vient pas, mais c'est un poids tout court, un poids sociétal. Oui, donc il faut que la société arrête de juger la femme de faire ou de ne pas faire des enfants. Donc elle doit avoir cette liberté de choisir. Bien sûr, mais c'est... Et d'ailleurs, la question, faut-il être mère pour être femme? C'est-à-dire, si on n'est pas mère, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas femme. Bah oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est l'idée de Laurence Rosier. Et pour finir, on a donc un chouette témoignage par beaucoup de sociétés bruxelloises. Comment vous avez choisi ces femmes qui sont actives au milieu féministe à Bruxelles? Elles ne sont pas toutes actives dans le milieu féministe, mais elles représentent pour moi des femmes qui ont réussi. Alors, soit parce qu'elles sont actives effectivement dans la défense des droits des femmes, soit parce que moi je les vois comme des femmes ayant réussi dans des milieux qui ne sont pas nécessairement des milieux féminins. Alors, par exemple, Olivia Borlée, qui est donc qui est championne olympique, qui développe maintenant sa marque de vêtements de sport, qui a évolué brillamment à côté de ses frères dont on parle beaucoup. Et donc, je me suis dit, tiens, cette jeune femme qui a une trentaine d'années, elle a probablement quelque chose à apporter au livre. Bien sûr. Et quand j'ai reçu son témoignage, j'ai été totalement bluffée par sa maturité et par la profondeur de son récit. Après, j'ai choisi Myriam Leroy, qui est une chroniqueuse, enfin une journaliste et une chroniqueuse brillantissime que je suis, dont je suis fan depuis de longues années, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et qui m'a offert un témoignage, mais incroyable d'ambiguïté sur la liberté de la femme. Et on voit aussi un témoignage qui porte aussi donc un message très très je veux dire très révoltant, parce que c'est voir sa révolte se fracasser, et c'est fatigant. Oui, c'est-à-dire que le fait de réfléchir sa liberté, ce n'est pas nécessaire. C'est ça qu'elle dit dans son témoignage. Le fait de réfléchir sa liberté, ce n'est pas nécessairement apaisant. Oui. Ça peut être justement fatigant parce que ça mène à une forme de combat et il y a des portes qui se referment, les portes qu'on a envie d'ouvrir mais qui ne sont pas nécessairement là à s'ouvrir facilement. Et donc, la prise de conscience
n'est pas nécessairement libératoire. Mhm. C'est ça qu'elle évoque dans son témoignage, et elle le fait de façon brillante. Oui, en plus elle évoque Gatsby le Magnifique, donc The Great Gatsby, et Daisy, le personnage d'une fille donc qui incarne vraiment la femme, qui est vraiment très douce, très obéissante, donc qui n'essaie pas de se manifester ou de se révolter sur son propre destin. Donc voilà un témoignage assez touchant. On a aussi Isabelle Arpin. Alors, Isabelle Arpin, qui est chef étoilée et qui mène une carrière exceptionnelle dans un milieu qui est quand même très masculin. Très masculin. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir son témoignage à elle. Excellent aussi. Et voilà, elle a fait quelque chose totalement à son image. Et puis il y a B.R. Coligny qui ma liberté ne m'appartient pas. Qui elle mène de véritables combats sur le terrain. Ouais. Et donc elle, je la voulais vraiment dans le livre aussi. Et elle m'a offert un témoignage très touchant. Et donc après il y a Amélie Nothomb que je croise souvent à la foire du livre et qui est très attachante et qui m'a offert aussi un très très beau témoignage. Ma liberté extérieure me paraît absolue, très jolie. Donc une liberté sans frontières, quoi. Oui. Ouais. Nathalie Hüfner aussi, comédienne, directrice de théâtre. Donc c'est aussi un métier qui n'est pas facile non plus, d'être comédienne. C'est-à-dire qu'elle semble tout réussir, tout ce qu'elle touche, elle semble réussir. Et donc je me suis dit, je vais voir comment est-ce qu'elle a géré tout ça. Et elle fait un beau témoignage où elle s'adresse à ses fils. Et c'est très très touchant, très beau. Et alors j'ai terminé par Viviane Tettelbaum, qui députée et présidente des conseils des femmes de Belgique. Donc, une politicienne, un métier qui n'est pas facile. Mais elle qui est aussi très forte dans le combat féministe et dans des prises réelles de position et de défense des droits des femmes. Et pareil, elle m'offre un très très beau témoignage sur son vécu et sur comment elle a vécu sa propre liberté. Oui. Et donc, vous m'avez dit qu'il y a une différence entre leurs témoignages parce qu'ils ont des âges différents. Une femme est libre à chaque âge, mais sa liberté se manifeste autrement. Par exemple, à 30 ans... mais on sent qu'il y a effectivement une influence du vécu. Puis à 60 ans, oui. Les 7 témoignages sont très différents, avec des sensibilités différentes. Chacun m'ont apporté beaucoup d'émotions à chaque fois que je les ai lus. D'accord. Mais on sent effectivement qu'il y a une progression. Entre celui d'Olivia Borlée, qui est la plus jeune, vers les autres. On sent qu'il y a une progression liée au vécu. Tout à fait. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je les ai classés comme ça dans le livre, parce que je pense que c'était la meilleure manière de le faire. Et clôturé par Viviane Tettelbaum était très important, je trouve aussi. Bien sûr, oui. Donc voilà. Merci Shirley. Donc c'était un très beau témoignage aussi par ces textes et ces photographies qui sont vraiment énormément inspirantes et je veux dire très 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 jolie parce que là on a vraiment des couleurs différentes. Vous avez joué vraiment sur les couleurs. C'est que de la couleur. C'est un bel, ça reste un bel objet d'art. Oui, bien et sûr. Au-delà de l'aspect, on va dire sociologique, etc. Ça reste un livre d'art. Ouais. Mais voilà, je souhaite à ce que chacune qui le lise puisse en tirer un maximum. D'accord. Vous avez une citation ou mot de la fin pour l'émission par rapport à votre combat, votre parcours, comment vous pouvez inspirer les femmes qui sont en train de nous regarder ou moi je terminerai par le slogan du livre, c'est-à-dire hashtag rien à foutre comme un slogan. Et c'est ce qui nous permet de nous donner les ailes pour
pour avancer. D'accord. Merci Shirley Hector pour ce beau témoignage. Donc il faut avoir des ailes et il faut avancer, il faut s'envoler. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci, au revoir.